Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Des écoutes inspirantes qui accompagnent le changement des consciences. Nous avons souhaité aller à la rencontre de notre communauté d'optiréalistes rencontrés lors de nos conférences ou sur nos réseaux sociaux. Dans l'aventure Bonheur Factory, nous participons à accompagner le changement des consciences. Mais nous sommes des milliers, des dizaines de milliers et des millions à travers le monde à appliquer à notre mode de vie, à notre quotidien, nos valeurs humanistes, universalistes, écologiques et spirituelles. Il nous semble donc aussi important de donner la voix à des personnalités qu'à des personnes qui ont acté dans leur vie leur manière de contribuer au changement en commençant par se changer eux-mêmes. Leur parcours est inspirant et il illustre ce passage à l'action pour que nous puissions tous devenir des acteurs du changement en s'inspirant les uns les autres. S'éveiller en conscience, c'est mesurer combien nous avons besoin des autres pour évoluer et apprendre sur soi. Parmi tous ces bonheur makers, il y a ces nouveaux accompagnants du changement qui contribuent à la transformation des individus et par extension du collectif, car nous sommes la somme de ce changement. Ce sont souvent des personnes qui ont radicalement changé de vie, en changeant de métier, en donnant de soi pour défendre des causes, ou en devenant thérapeute ou accompagnant dans la découverte de soi. Partager avec vous leur éveil de conscience nous a donné l'idée de cette capsule intitulée « S'inspirer les uns les autres ». Je suis Céline Basset, cofondatrice de Bonheur Factory, et je suis très heureuse de partager avec vous cette jolie rencontre inspirante avec Ophélie Bouron. Ophélie est une femme engagée, maman de 2 enfants, rédactrice lifestyle pour le magazine en ligne Slowway, et bientôt l'heureuse auteure d'ouvrages à venir. Mais Ophélie est aussi une thérapeute holistique formée à la naturopathie, et ses accompagnements s'inscrivent dans une activité qu'elle a eu à cœur de créer et qui s'intitule « Un second souffle ». Bonjour Ophélie. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir chez vous, au sein de votre cocon, de votre cocon familial pour cet échange. J'ai fait connaissance avec votre jolie famille, Rémi, votre mari et vos 2 petites filles, Léane et Emma. Et il y a également Naya, une petite lapine toute mignonne, qui d'ailleurs Naya signifie esprit libre dans une langue amérindienne. Alors pour situer la raison de ma présence, eh bien, nous avons fait connaissance via Instagram. Vous suivez le compte de Bonheur Factory et quelques commentaires et surtout le nom de votre accompagnement, Un second souffle, nous a donné envie d'aller regarder votre profil. Il est vrai qu'en tant que communicante au sein de notre agence de communication très simple, co-créée avec Marion justement, nous sommes toujours sensibles aux noms qui viennent incarner un projet. Alors on entend en bruit de fond vos petites filles qui sont gentiment dans leur chambre en train de jouer. Merci à elles de me prêter leur maman pendant un petit moment. Donc oui, on est toujours sensible aux noms qui viennent donc incarner un projet. Et le vôtre a fait vraiment son effet. On a ressenti qu'il y avait du vécu et surtout une volonté d'aider et d'accompagner. Et derrière ce profil, nous avons découvert, rien que par la manière de poser vos mots dans vos posts, beaucoup de douceur, de bienveillance, mais également une personne engagée, où le discernement semble être une de vos valeurs fondamentales. Dans vos posts, vous partagez votre vécu, comme une manière de dire c'est possible de changer, d'évoluer, je l'ai fait, alors vous pouvez le faire. Parce que vous faites partie de ces personnes qui proposent d'agir et de se mettre donc en mouvement, nous avions envie de vous consacrer cette émission qui se trouve être la toute première que nous proposons aux personnes de notre communauté qui seront et qui sont en quelque sorte des bonheur makers. Cette façon dont vous êtes est justement très inspirante, car vous invitez votre communauté à susciter justement ce fameux discernement. Vous dites avoir créé un second souffle pour proposer un espace où co-créer son équilibre, son harmonie personnelle et familiale. C'est ainsi que vous le décrivez sur votre site. Pourquoi avoir choisi ce nom qui accompagne votre activité ?
Ce nom est arrivé vraiment d'une manière totalement évidente à partir du moment où je me suis engagée dans une reconversion et que je me suis formée à la naturopathie. Parce que j'ai vécu mon second souffle, finalement. J'ai vécu toute une expansion de qui j'étais vraiment et j'ai reconnecté une part de moi qui était totalement endormie parce que j'étais rentrée dans les cases de la société où il fallait pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, un CDI bien rangé, ne pas se plaindre, continuer à travailler, faire des horaires complètement dingues. C'était quelque chose qui ne pouvait plus me correspondre, où je sentais que je partais dans quelque chose de totalement fou et que je passais à côté de l'éveil de mes enfants aussi. Je les voyais peu le dimanche parce que je travaillais dans le prêt-à-porter pour une grande chaîne espagnole. Et finalement, je trouvais que l'énergie que j'investissais n'était pas équivaut avec le salaire que je ramenais. Donc il y avait quelque chose qu'il fallait que je récupère. Et j'ai choisi l'abandon de poste pour pouvoir... Et ça s'est passé quand exactement ? Ça s'est passé en 2016. D'accord. J'en ai beaucoup parlé avec mon conjoint parce que ça l'incluait aussi. Et c'était important qu'il me donne son avis et qu'il soit OK aussi parce que ça voulait dire qu'on perdait un salaire. Et finalement, il a bien vu que physiquement, mon corps réagissait aussi à ce chemin qui n'était plus le mien. Cet appel, en quelque sorte. C'est ça. Donc, il m'a fait confiance. Il m'a dit, OK, fonce. Mais je ne savais pas où j'allais. Ah oui. Je ne savais pas du tout. Je savais que je devais partir, mais je ne savais pas où. Et puis, vous avez commencé la naturopathie à ce moment-là ? Pas encore. Je ne savais même pas ce que c'était. Oui. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est j'ai vu ce mot naturopathie sur un magazine dans un centre commercial et j'ai regardé mes enfants, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ah ben voilà. C'était une évidence. Après il fallait trouver l'école parce que ça fleurit comme des champignons. Oui. C'est un métier qui n'est pas reconnu. Donc malheureusement il n'est pas encadré. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas trop ce que c'est que la naturopathie, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste ? En quelques mots, en fait, la naturopathie c'est une médecine non conventionnelle qui existe depuis déjà bien le Moyen-Âge et qui prend la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas soigner la maladie, on va aller chercher la cause. Donc on va prendre vraiment la personne dans son émotionnel, dans son physique, dans tout son terrain global, mais aussi héréditaire, pour essayer de comprendre. En fait, c'est un peu, moi je le vois comme un jeu de détective. On va aller chercher qu'est-ce qui a bien pu parasiter en fait l'équilibre de la personne et trouver une manière de l'améliorer. Parfois, il est trop tard et on a besoin d'aller voir un médecin, on a besoin d'aller voir, de suivre des traitements. C'est d'ailleurs pour ça aussi que cette médecine existe et elle est importante. Elle n'a pas à être mise de côté. Je pense que c'est très complémentaire. Il y a des signes qui arrivent avant où la naturopathie peut aider. Et quand il est trop tard et qu'on ignore les signes, malheureusement, les médecins sont là. Donc vous parlez que notre histoire fait de nous ce que nous sommes. Tout à fait. En rassemblant nos blessures, nos joies, nos rêves, nos traumatismes. Et comme on le sait, cette histoire influe sur l'adulte que nous devenons. Et c'est en allant dérouler le fil de notre histoire que l'on pourrait aller mieux. Alors là, on entend du vécu. Oui, tout à fait. Est-ce le cas ? Oui, parce que mon histoire, j'ai eu besoin de la comprendre pour pouvoir m'en libérer et l'utiliser de façon positive. Et encore, je dirais que positive et négative, il n'y en a pas vraiment. C'est par rapport à un autre point de vue, en fait. C'est se déplacer sur la montagne et regarder différemment notre histoire et voir ce qui peut parasiter et interagir dans notre vie d'adulte. Ce que notre enfance a vécu, qu'on a pris comme blessure, qui finalement nous a servi et a fait l'adulte qu'on est aujourd'hui, et que ça devait se passer comme ça, pour qu'on puisse après développer des choses là. Donc moi, j'ai dû apprendre vraiment à honorer mon enfance, à honorer
la manière dont j'ai été élevée. Je viens d'une maman très croyante et très ancrée en fait dans le... pas du tout connectée comme moi je pouvais l'être. Et c'est en fait très équilibrant pour moi puisqu'elle m'a appris à être ancrée, à être dans la réalité. Et un papa qui est, on va dire, un peu connecté. Donc j'avais vraiment cet équilibre-là qui aujourd'hui me permet de ne pas m'évader totalement dans le ciel et dans les connexions spirituelles et de rester très ancrée sur Terre parce qu'on est là sur Terre. Très dans la réalité aussi. Exactement, on a des choses à faire, on a des responsabilités à avoir et donc il a fallu que j'apprenne tout ça et que je ne le voie pas comme j'aurais voulu que mes parents soient comme ça. Je n'ai pas eu, mais finalement le manque qu'ils m'ont offert m'a permis de créer quelque chose. Oui. Donc vous avez réussi à transformer en fait tout à fait. Tout ça. Finalement, s'ils me l'auraient donné, je ne l'aurais pas créé et ça n'aurait pas eu autant de valeur que ça aujourd'hui. Exactement. Donc c'est un très beau cadeau finalement qu'ils m'ont offert. Exactement. Et c'est à travers ces accompagnements de mon histoire que j'ai envie de transmettre aussi aux personnes. C'est que notre histoire peut être vue comme dramatique, très dure, souffrante, mais il faut se dire qu'elle est liée aussi à l'histoire de nos parents qui eux-mêmes ont souffert dans leur enfance et qui ont fait avec leurs moyens. Exactement. Et qui ne sont pas à blâmer comme on aurait le réflexe à chaque fois de faire et qui créent beaucoup de conflits dans les familles, mais plutôt écouter l'histoire de ses parents, de ses grands-parents et en faire quelque chose de magnifique et à transmettre à nos enfants derrière. Justement, puisque vous parlez de la famille, vous donnez beaucoup d'importance à la cellule familiale, source d'apprentissage multiple, où cohabitent des parents souffrants donc de leur histoire, c'est ce que vous disiez, et des enfants qui parfois souffrent du comportement des adultes. Alors pourquoi la famille est-elle justement si importante ? Encore une fois, c'est un lien avec moi, avec mon histoire, parce que depuis petite, je suis très attachée à ce lien. Je vois vraiment la famille comme une équipe qui s'élève entre elles, qui peut se soutenir. Et c'est pas forcément ce que j'ai vécu. Et ça, justement, m'a permis de découvrir que c'était possible. Et cette famille, elle a besoin d'être entendue. Chaque famille a besoin d'être respectée dans son histoire, enfants comme parents, comme grands-parents. Et qu'il est tout à fait possible d'acquérir un équilibre quand on lâche le contrôle de soi, le contrôle qu'on veut avoir sur nos parents, déconstruire les croyances qu'on nous transmet de génération en génération, qui ne sont pas à blâmer parce que à l'époque ça marchait et c'était comme ça et c'est ok. Mais aujourd'hui on est en 2020 et on a la possibilité de déployer beaucoup plus. Et je pense que c'est très important pour ces nouveaux enfants qui ont une énergie qui est totalement différente, de pouvoir les accompagner, mais aussi les parents, parce qu'ils ont un rôle à jouer et très régulièrement, les personnes que je peux accompagner, au-delà du père ou de la mère, on voit vraiment un enfant, un adolescent qui a été blessé, qui a été marqué par son histoire, par l'histoire de ses parents. Et donc qui a fait d'avoir des enfants lui renvoie aussi souvent... Bien sûr. Pour moi, les enfants, c'est notre miroir. Pas notre miroir où on a un peu tous le réflexe, et moi la première, quand ils naissent, à qui ils ressemblent. Il ressemble à son papa. Ou projeter dans nos enfants ce que nous n'avons pas fait. Exactement. Je ne veux pas devenir comme ma mère, mais on ne le deviendra pas puisqu'on n'est pas notre mère. Je ne veux pas faire ça mes enfants comme mon père m'a fait, mais ça ne se passera pas comme ça puisqu'on ne l'est pas. Donc vraiment déconstruire tout ça et accompagner vraiment nos enfants dans ce qu'ils sont. Être plus dans la démarche d'apprendre à les connaître. Et on n'est pas forcément dans cette démarche-là. En apprenant à les connaître, on se rend compte qu'ils déploient beaucoup plus et qu'ils osent beaucoup plus. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant encore de famille, vous m'avez raconté avant de commencer notre interview que vos filles vous ont demandé, dans le cadre quand on était en confinement au printemps 2020, de réorganiser leur chambre. C'est ça. Et j'ai trouvé intéressant ce que vous m'avez raconté et ça montre aussi combien l'harmonie est importante et que les parents aussi qui peuvent écouter leurs enfants
justement participent à cette harmonie. Donc vous pouvez nous raconter ce qu'elles vous ont demandé et comment elles s'organisent aujourd'hui. Je trouve ça très mignon. En fait, le confinement leur a permis d'oser quelque chose que je pense qu'au fond de nous, on avait en tête depuis déjà une bonne année, mais qu'on n'osait pas en fait donner parole. C'est celui de quitter la sphère scolaire typique, voilà, de quitter l'école. Ça a été du coup un merveilleux cadeau pour nous, le confinement, parce qu'il nous a permis de nous poser vraiment sur la question. Nos filles ont acté à l'oral quelque chose qu'avec mon mari on pensait, mais on était encore trop hypnotisés par nos croyances et les croyances qu'on pouvait avoir autour. Et après cette décision-là, elles ont eu l'instinct en fait de nous demander de réorganiser leur chambre. Elles ont la chance d'avoir leur chambre chacune, et elles ont voulu créer une chambre dortoir, donc ensemble, dormir ensemble, et une chambre salle de jeu et salle, on va dire, d'apprentissage avec leur bureau, leurs livres, etc. Sauf que mon aînée pensait qu'on allait refuser. Oui, parce qu'elles ont elles ont une différence d'âge qui est assez importante, 11 ans. Elles ont 4 ans d'écart. Voilà, 4 ans d'écart, donc ma fille aînée a 11 ans, donc elle rentre dans la préadolescence. Donc elle a une étape à passer qui est différente de sa petite sœur qui a 7 ans. Et finalement, non, parce qu'elles sont très complémentaires et puis... elles se complètent vraiment. C'est assez impressionnant à observer toutes les deux, parce qu'il y en a une qui va vraiment aller dans le front, elle va foncer complètement. Et puis la grande sœur qui va être plus dans la douceur, dans l'écoute, pas trop brutalisée. Donc elles vont toutes les deux s'enseigner des choses. Et c'est comme créer une petite sororité, quoi, en fait. C'est vraiment aussi ce que j'ai envie de leur enseigner à toutes les deux, parce que leur montrer qu'il n'y a pas de concurrence en fait entre femmes, puisque c'est deux futures femmes, qu'elles sont toutes complémentaires et que même quand elles avaient des conflits à l'école, et parce qu'elles en ont rencontré, elles ont déjà eu des grandes pleurs, des grosses disputes, mais de leur expliquer qu'en fait tout ça c'est pas dirigé envers elles, que voilà, il y a encore une influence des histoires de chacune qui fait que les colères qui sont redirigées sont pas forcément liées à elles. Ça ne doit pas remettre en question leur valeur à elles. Donc elles le développent entre elles toutes les deux, et on crée effectivement cette expérience-là, parce qu'elle le dit, c'est une expérience, et elles sont pas définitives sur cette chose-là. Elles projettent même le jour où on déménage d'avoir leur propre chambre, mais elles ont vraiment envie d'expérimenter. C'est une belle expérience que vous leur proposez, que vous leur autorisez surtout. C'est super. Ça. Exactement, de recréer une petite communauté. C'est ça qui est important, de ne pas être dans la séparation en fait. Aussi. C'est ça. Et c'est bien, parce qu'on vit cette séparation d'une certaine manière. Quelque part, oui. Et on la vit bien sûr trop souvent, surtout en ce moment aussi, où on est tellement séparés des sourires et du contact humain avec ce que nous expérimentons tous, avec le port du masque obligatoire au moment où nous faisons ce podcast, dans beaucoup d'endroits. Et c'est vrai que c'est important de créer du lien, et c'est super qu'elle vous l'ait demandé pour pouvoir justement se retrouver dans ces moments à chaque fois, dans un contexte. Enfin, moi, j'ai trouvé cette idée extraordinaire. Merci de la partager. Avec plaisir. Ophélie, vous vous présentez comme une thérapeute holistique. Qu'est-ce que c'est que la thérapie holistique ? Alors j'ai mis du temps à le trouver, cette manière de comment, en un mot, on va dire un peu simple, que chaque personne puisse comprendre mon travail, puisque je ne suis pas naturopathe et je ne souhaite pas l'être, même si j'y étais formée. J'ai voulu aller plus au-delà.
Et l'holistique, c'est aussi, ça fait partie de la naturopathie aussi, c'est prendre encore une fois une personne dans sa globalité, dans son histoire, dans qui elle est, et donc vraiment élargir pleinement l'émotionnel, mais aussi son alimentation, qui est important. Voilà, parce que vos accompagnements se reposent sur 3 principaux piliers. Il y a l'alimentation, l'émotionnel et le spirituel. Oui, voilà. C'est ça. Et donc vous donnez apparemment aussi beaucoup d'importance à l'alimentation. Oui, bien sûr, parce que finalement, j'aime à dire, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Ce qu'on mange, c'est le reflet de notre état d'être, notre état émotionnel aujourd'hui. Et c'est très important, encore plus avec ce qu'on est en train de vivre, et ce port du masque qui est obligatoire et qui, j'ose le dire, affaiblit notre immunité. Donc il est d'autant plus important de prendre soin de son alimentation, de ce qu'on mange, de notre manière de nourrir notre énergie, en fait, de pouvoir soutenir cette faiblesse qu'on nous impose, parce que, bien évidemment, on peut avoir le choix d'aller dans des lieux ou non pour porter ce masque, mais il faut aussi tenir compte des personnes qui n'ont pas le choix, parce que derrière, elles peuvent perdre leur métier. Donc c'est important aussi de leur dire qu'il y a des possibilités de soutenir leur énergie, et que malgré cette chose qu'on leur impose, c'est important qu'elles s'écoutent aussi, et qu'elles supplémentent vraiment, pour ne pas tomber dans l'affaiblissement et la crainte de tomber malade. Justement, c'est intéressant. Quel regard vous portez justement sur le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes optimiste? Qu'est-ce que vous inspire ce que nous traversons en effet de manière collective cette année 2020? Vraiment, honnêtement, en toute transparence, je pense que ce virus, ce Covid, est merveilleux. Alors, merveilleux dans le sens... en toute relativité, puisqu'on sait que ça peut malheureusement créer des complications sur des personnes. Voilà, c'est pour ça que je mets des pincettes dans ce que je dis. Mais merveilleux dans le sens où il met en lumière énormément de choses. Par rapport à ce qu'il provoque, même si d'un point de vue économique, c'est aussi très compliqué, que peut-être des personnes qui nous entendent ne vont pas trouver ça suffisamment merveilleux, mais en même temps, il oblige à se recentrer. C'est dans ce sens-là, voilà. Il est merveilleux dans ce sens où il nous pousse littéralement à nous revoir, nous, en tant qu'êtres. Nos peurs. Qu'est-ce que ça dégage chez nous, notre hygiène de vie. Elle nous invite vraiment et elle nous pousse complètement à revoir notre hygiène, sans jugement, par contre. J'insiste vraiment. On n'est pas là pour se juger, se pointer du doigt, de dire qui fait bien, qui fait mal. C'est vraiment se regarder soi et s'offrir l'opportunité de s'améliorer, de soutenir ceux qui ont déjà une fragilité, de les accompagner justement à booster encore plus cette chose-là, prendre soin de ses pensées, prendre soin de ses émotions. Et puis, il montre pleinement l'éveil. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Il y a un éveil qui se fait de plus en plus en chacun de nous et qui est très beau à voir. Donc, vous parlez de l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, bien évidemment. Où, on prend conscience de ce que on veut, de ce qu'on ne veut plus. On prend conscience des mascarades qui se déroulent aussi autour de nous, et que une majorité sent bien qu'il y a des choses, beaucoup de non-dits et beaucoup d'incohérences. Et c'est là où je dis que c'est merveilleux, c'est que on se réapproprie notre pouvoir de penser, notre pouvoir de décider. Et c'est là où je trouve ça très très beau finalement. Donc là, on entend bien la personne engagée que vous êtes. Oui, parce que là où je trouve ça pas beau et où je trouve ça triste, c'est que malheureusement, il faut que ce soit quelque chose qui soit dramatique, quelque chose qui détruise, parce qu'il y a malheureusement des vies, que ce soit des personnes âgées, des enfants, ça touche tout le monde et ça tue, et c'est là où je trouve ça dramatique. Et à côté de ça, ça a permis de montrer des choses, et ça a permis à des personnes justement d'ouvrir leur conscience et se dire il y a quelque chose qui n'est pas normal. On veut plus ça et on doit changer. C'est exactement. Ça. Et comment agir de votre point de vue pour contribuer
justement à ce que nous évoluons dans un monde et une société plus harmonieuse. Qu'est-ce que justement vous proposez ou vous pouvez conseiller même à votre niveau, hein, quand vous parlez avec des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément sur un chemin de conscience, mais qui sont des fois en train aussi de se poser des questions. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que déjà, la colère et l'envie d'aller au combat, je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Je pense que ça va plutôt nourrir quelque chose qui va nous être néfaste à tous. Et que c'est pas... Alors ça peut paraître bisounours, la manière dont je le dis, mais justement, c'est un reflet avec un de mes posts où je parle de bisounours, où on a une mauvaise image du bisounours, qui est fleur bleue, qui se laisse faire, qui subit. Et pas du tout. Le bisounours, il transmet sa lumière, il transmet son amour, il transmet son éveil, et il ne juge pas. Et je pense que ça doit nous amener à, là déjà, arrêter de juger. La personne qui préfère porter un masque, la personne qui ne souhaite pas porter un masque. On n'a pas à juger les deux côtés. La personne qui a peur, on n'a pas à la juger. Je ne pense pas qu'on élève les personnes en pointant du doigt leur faiblesse, et je le mets entre guillemets parce que c'est pas forcément des faiblesses, c'est plus des choses à guérir, à aller entourer d'amour finalement. Leur peur et leur souffrance personnelle en fait. C'est ça. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer. C'est arrêter de juger, arrêter de crier. C'est l'indulgence. Colère. Et plutôt s'unir. S'unir ensemble. Parce que finalement, quand on écoute tout le monde, on a tous un point commun, c'est chercher la paix. Chercher à se faire respecter. C'est devenir inspirant soi-même, quoi, en fait, dans nos actes. Et s'unir, mais s'unir avec sagesse et pas s'unir en guerre. On l'a bien vu, de toute façon, dans notre histoire, toutes les guerres qu'il y a eu, même si effectivement il y a eu une liberté derrière, mais ça a engendré tellement de souffrance et tellement de morts. Est-ce qu'on veut ça aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à transmettre à nos auditeurs, justement, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous appliquez, vous, dans votre vie, dans votre famille, de manière régulière, qui pourrait être inspirant? Lâcher prise. Alors, c'est quoi le lâcher prise? C'est pour dire un peu vulgairement, se foutre la paix. D'accord. Se foutre la paix, arrêter de vouloir contrôler chaque chose. D'être parfait. Exactement. Être dans le moment présent. Vivre pleinement le moment présent. On ne peut pas savoir ce qui se passe demain, après-demain. Et encore moins aujourd'hui. C'est ça. Donc vraiment être en permanence dans le moment présent, s'ancrer dans le moment présent, s'entourer d'amour. Pouvoir faire le tri, c'est effectivement dans notre entourage, on se sent agressé, on se sent vampirisé, on se sent que notre énergie elle baisse, qu'on ne se sent pas à l'aise, ne pas hésiter à s'en écarter pour prendre soin vraiment de son énergie, faire le ménage, un peu comme le ménage de printemps quand on fait chez soi, on le fait en soi en fait, dans notre sphère, dans notre travail, ne pas hésiter si on a appelé à vivre quelque chose d'autre, si on a envie de s'orienter vers un autre métier, d'oser, de se faire confiance en fait. C'est vraiment se faire confiance, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a vraiment pas de recette, ça demande un travail en chacun. De s'écouter. De s'écouter, de se faire confiance, ne pas remettre son pouvoir à l'extérieur. Même un thérapeute n'aura pas la clé miracle. Je le dis aux personnes à qui j'accompagne, on est une équipe. Quand on consulte, je ne fais pas le travail de la personne. Et quand je vois que ça se passe comme ça, je mets un terme. Parce que ça demande un travail d'équipe. J'apporte des clés qu'on m'a enseignées à travers la naturopathie, à travers moi, ce que j'ai développé chez Un Second Souffle. Mais la personne, elle doit cultiver ou non les graines que je lui donne. Et je pense que pour tout le monde, ça doit être ça. C'est vraiment choisir quelles graines on a envie de nourrir. Est-ce que c'est des graines de peur ? Est-ce que c'est des graines de lumière, de courage, d'oser ? Puisque le courage, c'est pas être fort. Le courage, c'est oser justement montrer sa vulnérabilité. Donc avoir un peu plus de courage. Exactement. Et arrêter de voir les gens autour de nous comme des menaces. Exactement.
mais plutôt comme chacun a son histoire et on peut être très complémentaires tous ensemble. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoutez, merci beaucoup, Ophélie, pour ces bons conseils, pour cet échange plein de lumière, d'optimisme en tout cas, qui va être forcément très inspirant auprès de nos auditeurs de notre émission podcast. C'est vrai que c'est tellement important de montrer que bien que nous pouvons tous agir, se transformer, contribuer, soutenir et accompagner, et par-dessus tout, c'est soi-même dont il faut s'occuper avant tout. Tout à fait. Et ne pas... et ça, je pense que vous, en tant que thérapeute, vous avez dû l'expérimenter. Vous n'êtes pas devenu thérapeute pour vous occuper des autres, pour ne pas voir vous à l'intérieur et tout ça, ce qu'il fallait que... Et c'est ça, voilà. c'est que même si on est dans ce domaine-là, qu'on en fait notre métier, on n'est pas parfaite. Oui. J'expérimente chaque jour et je m'attelle à le montrer aussi sur Instagram par les posts. C'est que moi-même, il m'arrive de pleurer ou d'être en colère ou... je reste humaine avant tout, donc j'expérimente comme tout le monde. Mais après, c'est intéressant de voir comment rebondir, comment utiliser ces émotions qui arrivent, tout ce qu'on vit autour, comment on l'utilise, comment on choisit de l'utiliser. Exactement. Est-ce qu'on reste abattu, apeuré, ou est-ce qu'on décide de le transformer en courage et créer quelque chose derrière? Et voilà. Et ne pas oublier de toujours prendre soin de soi et de toujours aussi se remettre en question, même en tant que thérapeute. On est tout le temps amené à vivre, comme vous disiez, des expériences, même sûrement avec des personnes que vous accompagnez, et qui vous renvoient sûrement plein de choses. Oh, oui. Donc c'est une co-création. Voilà, j'aime bien le mot co-création. C'est vrai que c'est ça. On découvre et on découvre tellement de choses des autres qui nous permettent de grandir et d'acquérir aussi d'autres connaissances également, d'autres capacités, d'autres possibilités d'exploration aussi. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup Ophélie. Merci On donnera toutes les informations sur Un Second Souffle dans les textes du podcast, et également le site internet et le compte Instagram. Donc Un Second Souffle, qui est séparé à chaque fois par des petits tirets. Et donc voilà, on vous recommande vraiment d'aller découvrir l'univers d'Ophélie Bouron, qui est vraiment, elle est pleine de conseils. Nous, on a beaucoup aimé, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'optimisme en tout cas. Merci beaucoup Ophélie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour connaître les accompagnements d'Ophélie Bouron, rendez-vous sur son site internet www.unsecondssouffle.fr, un-second-souffle.fr, où vous pouvez également la suivre sur son compte Instagram un-second-souffle. Bonheur Factory accompagne le changement des consciences en essaimant nos messages sous forme de conférences, webconférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Suivez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission pour contribuer à éveiller les consciences autour de vous. Vous pouvez nous laisser un j'aime sur Apple Podcast. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens opti-réalistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.